Merci d'abord donc pour l'invitation à participer à votre colloque donc sur la forme donc et sur les enjeux philosophiques de la forme. Donc merci aussi à la chaire donc de Madame Tiercelin. Je m'intéresse donc, comme je le disais tout à l'heure, à la forme dans une perspective autrichienne, disons, et je vais un peu clarifier donc ce que je veux dire. Et surtout aussi ce que je veux dire par phénoménologie autrichienne, puisque en France, on aime bien les labels nationaux, avec par exemple la phénoménologie française qui vend bien. J'essaie donc, d'un point de vue autrichien, donc de faire peut-être un peu la même chose en essayant donc de vendre un peu donc une phénoménologie nationale autrichienne. Enfin, c'est évidemment juste une blague ici, mais il y a évidemment un fond peut-être un peu plus sérieux à ça, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse donc dans cette idée de phénoménologie autrichienne est donc évidemment d'une part le fait que les gens dont je vais parler, et principalement Ehrenfels, mais aussi Meinong, font partie d'une tradition qui est une tradition autrichienne. Et là-dessus, je crois qu'il y a très peu à redire, là, sinon que enfin, ce sont des choses qui ont déjà été dites et qui ont déjà été montrées. Mais pourquoi une phénoménologie? Évidemment, c'est aussi un peu pour la dissocier de la tradition husserlienne, dont la phénoménologie française, notamment, a beaucoup profité, pour la dissocier donc de cette phénoménologie-là plus husserlienne, et donc de montrer qu'en fait, peut-être que le dénominateur commun de ce courant-là, auquel appartient Husserl seulement dans sa jeunesse, donc que le dénominateur commun de ce, de ce mouvement-là est peut-être une certaine conception de notre perception ou des phénomènes donc, que nous avons comme étant régis ou structurés par des lois qui ne sont pas dérivées, si vous voulez, d'observations empiriques. Donc on a d'une part une perspective, oui, qui est axée sur l'empirisme dans la philosophie autrichienne, mais d'autre part, on utilise, si vous voulez, donc quelque chose comme des lois a priori ou des structures qui sont dans les phénomènes mêmes, donc qui sont ce que les qualités de forme d'Ehrenfels notamment veulent tenter ou veulent exposer. Donc on retrouve parmi ces gens-là donc différents philosophes. Donc comme je disais tout à l'heure, Husserl est un de ceux-là, mais appartient à ce courant-là seulement donc, dans sa jeunesse. Un autre est Alexius von Meinong, qui est en fait le maître d'Ehrenfels et qui a récupéré en partie donc, les résultats de Christian von Ehrenfels dans son essai sur les qualités de forme, qui les a récupérés de manière très profitable pour lui, puisqu'à partir donc, de cette théorie-là des qualités de forme, il a développé ce qu'on va appeler plus tard, à partir de 1904, sa théorie de l'objet. Et en 1921, en fait c'est dans un texte évidemment posthume, il remarque, il souligne en fait donc que la théorie de l'objet, qui est peut-être une des plus grandes métaphysiques du XXe siècle, la théorie de l'objet de Meinong n'aurait pas été possible sans la théorie des qualités de forme d'Ehrenfels ou des Gestaltqualitäten. On retrouve évidemment d'autres philosophes qui ont développé cette notion-là, notamment des gens beaucoup moins connus comme Alois Höfler, dans Psychische Arbeit, dans un essai sur le labeur ou sur le travail psychique, et un autre dont je vais reparler tout à l'heure, qui est Vittorio Benussi, qui est aussi un élève donc, de Meinong. Voilà. Elle est autrichienne, cette phénoménologie-là, parce que, aussi, notamment, d'un point de vue historique, elle est issue très largement, essentiellement en fait, essentiellement mais pas exclusivement de Brentano. Brentano a eu une influence énorme. Je n'ai pas l'intention ici donc de revenir sur les détails de cette influence-là, mais pour ce qui nous intéresse dans le présent contexte, il y a trois grands canaux d'influence donc qu'il a exercés en ce qui concerne donc la qualité de forme. D'une part, donc, chez Stumpf, on retrouve donc une réflexion donc, sur ce que
Ehrenfels décrit comme des qualités de forme, Stumpf avait un concept différent, mais relativement semblable, de fusion, de Verschmelzung. On retrouve une position comme celle de Marty, et qui est supposément la plus fidèle à celle de Brentano, qui en fait refuse qu'il y ait quelque chose comme des qualités de forme en plus des contenus sensoriels, et décrit ou retraduit, si on veut, les qualités de forme d'Ehrenfels en termes de relations. Donc, autrement dit, il n'y a rien d'autre que des relations entre des groupes de sensations. Il n'y a pas, dans l'ontologie, un objet qui intervient en plus, donc, des contenus sensoriels primitifs. Donc, chez Stumpf, on retrouve, à la suite de Stumpf, j'ai mis Husserl ici, mais c'est évidemment, Husserl n'est pas un gestaltiste, comme les trois autres qui le suivent, Kafka, Köhler et Wertheimer, qui, eux, sont les figures centrales de ce qu'on appelle l'école de Berlin, de la théorie de la forme, dont je vais parler tout à l'heure aussi. D'autres philosophes donc, qui sont issus des enseignements de Marty, donc, qui sont les élèves de Marty et qui ont été influencés par lui, Krauss, Castille et Hillebrand, qui sont relativement peu connus. D'autres qui sont encore peu connus, mais qui définissent ou qui ont contribué à l'émergence d'une troisième école de la qualité de forme, si vous voulez, Alexius Meinung, Benussi, mais aussi en esthétique, Witasek, Höfler et Husserl est évidemment aussi influencé par Ehrenfels, pas seulement par Stumpf. Et il y a aussi d'autres influences, c'est-à-dire une deuxième génération, si on veut, à la suite de ces philosophes-là, qu'on retrouve donc par exemple dans les travaux de Bühler et de Külpe, qui vont récupérer les acquis donc, de la qualité, de la théorie des qualités de forme, autant dans les grandes catégories, et vont l'utiliser par exemple en théorie du langage, notamment. C'est le cas chez Bühler. Donc ce que je veux tenter de faire aujourd'hui, brièvement, et d'y aller, disons, dans un exposé assez général. D'abord, montrer un peu qu'est-ce que ces gens-là entendent par une gestalt, par une qualité de forme. Donc, ces différentes conceptions-là, je vais un peu les comparer et les opposer, notamment donc celle d'Ehrenfels, de Meinung, de l'école de Graz et de Berlin, mais aussi la position donc, de Brentano et Marty. J'aimerais aussi, dans un troisième temps, peut-être essayer d'isoler quelles sont les propriétés donc, d'une gestalt et essayer peut-être de dire quelques mots sur ce que je qualifierais, ou enfin ce que je dirais être le dilemme de la gestalt. Parce que si la forme, parce que gestalt en allemand, évidemment, signifie forme, a une signification plus spécifique que le terme qu'on emploie en français de forme, mais ici, c'est une distinction qui n'est peut-être pas absolument importante. Si on dit donc que la forme est donnée dans la perception, donc c'est un peu donc, la première partie de mon titre, là, ici, qui intervient. Donc, si la forme est donnée dans la perception, est-ce que cette forme-là est constituée par, si vous voulez, des lois psychologiques, ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, quelque chose de plus d'externe au sujet percevant, quelque chose qui serait dans l'ontologie même, donc de ce qu'on perçoit, indépendante même à la limite donc, de ce qu'on perçoit, donc qui serait là un peu sans nous, sans notre rapport, et qui serait donc la forme comme structure ontologique. Il y a un dilemme aujourd'hui aussi encore dans l'interprétation de cette théorie-là, parce que c'est une théorie donc, qui a relativement peu de succès aujourd'hui je dirais donc, dans la philosophie de la perception en général. Mais dans l'interprétation qu'on va donner historique et conceptuelle de ce que voulaient dire les gestaltistes, on a un peu ce dilemme-là consistant à dire, bon, est-ce qu'on dit, si on dit que c'est une théorie donc, ontologique, on peut finalement, comment dire, on peut enlever la plupart des éléments psychologiques problématiques, notamment la question de l'ambiguïté dont je vais parler tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est une théorie de la perception? Est-ce que c'est une théorie donc, qui peut nous informer sur la manière dont nous percevons? À l'inverse, si on dit que c'est une théorie psychologique et qu'on dit, par exemple, comme les gens de l'école de Graz, que les formes ont une certaine ambiguïté qui leur sont inhérentes,
alors c'est très difficile d'utiliser de manière productive un tel concept dans un contexte psychologique. Selon des gens comme Barry Smith ou Peter Simons, qui ont travaillé aussi sur cette question-là, ça explique un peu la mort de la théorie de la Gestalt, c'est que les psychologues n'avaient en fait, les psychologues qui ont développé après les années 30 la théorie de la Gestalt n'avaient aucune idée sur l'ontologie sous-jacente à la Gestalt, et donc ont développé des trucs parfaitement, pour pas dire farfelus, du moins un peu particuliers, comme la thérapie gestaltiste, la Gestalt-thérapie et ce genre de trucs-là. Donc, je n'ai pas ici l'intention de guérir personne, et donc je ne parlerai pas donc, de ces formes-là, de cette théorie-là en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'une Gestalt? On retrouve évidemment donc, dans le texte d'Ehrenfels plusieurs exemples. Un des exemples, son exemple préféré peut-être, est celui de la mélodie. On écoute une mélodie, on entend plusieurs notes, on entend un ensemble de notes. Ces notes-là ne sont pas simplement, c'est la thèse donc d'Ehrenfels, ne sont pas simplement une somme de notes, mais forment un tout qui est, si vous voulez, suprasummatif, ou enfin qui est plus que la somme de ses parties. Donc il y a quelque chose dans la mélodie qui est particulier, pas nécessairement seulement à la mélodie, mais qui est différent de la perception qu'on peut avoir de somme, qui fait donc que cette mélodie-là a quelque chose de particulier, qui est la Gestalt dont Ehrenfels veut parler, qui est accessible à la perception. Son exemple est la mélodie, est une mélodie swab que je ne connaissais pas avant de chercher un peu sur YouTube certains films. Donc notez évidemment la mélodie, c'est une idée. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. Je donnerai le lien à ceux qui sont intéressés à regarder le film au complet. En fait, c'est la mélodie Muss ich denn zum Städtel hinaus, qui est une mélodie donc, de la fin des années 1800. Enfin, la légende veut, pour terminer sur Elvis, que Elvis ait entendu cette mélodie-là quand il était stationné. Et donc, dans le film G.I.'s Blues, qui est donc, dont l'extrait est tiré ici, il aurait un peu donc utilisé cette mélodie-là. Mais c'est le seul point de rencontre donc, que j'ai trouvé entre Ehrenfels et Elvis. Mais la recherche continue. Donc, voyons maintenant la mélodie telle qu'elle. Donc, c'est simplement donc, comment elle est structurée donc, sur la partition. Ehrenfels nous dit donc, ce qui est de particulier à cette mélodie-là, c'est que bon, on perçoit évidemment les notes une à la suite de l'autre. Notre perception est limitée dans le temps. Notre acte de percevoir est un acte ponctuel. Mais la saisie qu'on a donc, de la mélodie n'est pas une saisie ponctuelle des notes, mais une saisie, donc, si vous voulez, du tout par les parties. La preuve, parce que Ehrenfels parle ici d'une preuve, la preuve qu'une telle chose existe, qu'un tout plus grand que les parties dans la perception, pour Ehrenfels, est le fait que cette mélodie-là est transposable. On peut, par exemple, jouer la même mélodie, au lieu de la jouer en Do majeur, on peut la jouer en Ré majeur, et vous allez reconnaître donc qu'il s'agit de la même forme, qu'il s'agit donc de la même mélodie. Parce que c'est ce qu'Ehrenfels présente comme une preuve qu'il y a donc des formes donc, dans la perception. Le point de départ d'Ehrenfels, Ehrenfels n'a pas sorti cette idée-là comme ça de sa tête en 1890. Évidemment, il était influencé par d'autres philosophes. On pourrait, évidemment, si on était intéressé par ça, et c'est certainement intéressant aussi, aller plus loin donc que Mach, mais on retrouve, disons, le germe de cette idée-là chez Mach. Je dis bien le germe parce que Mach est un moniste et Ehrenfels ne l'est pas, donc il faut bien donc séparer, si vous voulez, les positions et qu'est-ce qu'elles sont, ce à quoi elles sont censées respectivement répondre.
La question donc que Marx se posait en 65, mais aussi plus tard en 86 dans son analyse des sensations, mais je préfère ce texte-là donc de 65 parce qu'il est évidemment donc plus ancien. Marx dit donc pourquoi reconnaît-on une mélodie transposée plus facilement donc que sa tonalité. Donc on reconnaît donc muss ich denn zum Städtel hinaus, on reconnaît la mélodie lorsqu'elle est jouée en do et lorsqu'elle est jouée en ré, mais il est beaucoup plus difficile, à moins d'avoir peut-être l'oreille absolue, donc de reconnaître la tonalité d'un seul coup. Et comment donc en vient-on? L'autre question donc, que Marx pose, qui est très importante ici pour la suite avec Ehrenfels, comment en vient-on à reconnaître différentes formes géométriques comme des instances d'une seule et même forme? La remarque que Marx, je vous épargne, c'est un texte très court de 5 pages, mais qui est très, très intéressant, donc je vous épargne un peu l'argument, mais la conclusion de Marx est de dire que donc, afin que les formes, et il emploie aussi le terme de Gestalt, puissent être reconnues comme similaires, des sensations musculaires identiques doivent intervenir dans la perception de formes identiques de couleurs différentes et de manière analogue. Toutes les formes, et on pourrait aussi dire toutes les abstractions, ont des représentations de qualité propres à leur base. Cela est le cas pour l'espace et la forme de la même manière que pour le temps, le rythme, la hauteur de son, la forme de mélodie ou l'intensité. Donc, la préoccupation de Marx dans ce texte-là est d'expliquer donc, à la fois la base, la similarité entre les deux mélodies, et ce qui permet de reconnaître donc, les deux mélodies, par exemple, ou les deux formes géométriques, comme étant similaires. Pour ne pas dépasser le temps, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur Marx, pour passer tout de suite à Ehrenfels, qui est quand même plus important pour cette présentation. Donc la forme, pour Ehrenfels, pensez donc à cette forme-là de la mélodie dont j'ai montré un extrait tout à l'heure. Elle se manifeste de manière différente de la manifestation de ses parties. C'est une thèse quand même qu'on doit un peu nuancer, c'est-à-dire que vous percevez la mélodie, vous percevez les notes, mais vous avez aussi une perception, donc, c'est-à-dire vous percevez les notes, vous entendez les notes une à une, mais vous avez en même temps, à côté, pour ainsi dire, c'est un peu problématique de la façon dont c'est présenté par Ehrenfels lui-même, donc à côté, vous avez donc la forme donc, qui est donnée avec sa qualité. Donc c'est pour ça aussi qu'Ehrenfels parle de qualité de forme, puisque la forme elle-même a une qualité, et donc présentée comme quelque chose d'autre. Elle est un tout, donc, comme je le disais tout à l'heure, différent de la somme de ses parties. Donc c'est quelque chose d'autre. Ehrenfels, et dans son texte de 90, et même par après, n'a jamais vraiment voulu insister sur le fait que, bon, évidemment, il reconnaît qu'on a un rapport de fondation entre les parties de la mélodie, les notes, et ici la mélodie. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir la mélodie sans avoir les notes. Donc on a ici, si vous voulez, une relation de dépendance unilatérale. On pourrait avoir, c'est très important ça aussi, on pourrait avoir ça sans avoir ça, mais on ne peut pas avoir l'inverse, donc on ne peut pas avoir la mélodie sans les notes. Il en est très conscient, il parle aussi de rapport de fondation, fundiert, donc de Grundlage aussi, donc on a un rapport de fondation, mais insiste pour dire donc que c'est avec un acte de la seule et même nature qu'on va percevoir, avec le même genre d'acte, si vous voulez, qu'on perçoit la mélodie et les notes. Ce qui change avec la conception qu'avance Meinong, c'est que on a un acte d'ordre supérieur qui intervient pour percevoir donc les propriétés de la Gestalt. Meinong utilise l'exemple donc de 4 noix. Meinong n'était pas très éloquent sur les exemples, mais j'ai donc gardé quand même son exemple. On perçoit 4 noix. Vous voyez donc les noix. Vous voyez aussi, c'est l'idée donc de Meinong, l'agencement, ce qu'il appelle, si vous voulez, la quadricité, le fait ou la propriété d'avoir 4 noix, la propriété donc qu'elle forme un carré.
cette propriété-là, comme objet fondé, selon Meinong, donc exige quelque chose de plus qu'une somme. Or, c'est un acte d'ordre supérieur, selon lui, donc qui est nécessaire pour percevoir la quadricité. On va en reparler dans quelques instants donc, sur la théorie de la production, parce que lorsqu'on fait intervenir un acte d'ordre supérieur, on peut mettre dans cet acte d'ordre supérieur-là beaucoup d'autres propriétés qu'on n'avait pas. Pour donc, revenir, enfin, pour donner vraiment un schéma très général donc, de ce qu'est une appréhension de Gestalt, on peut partir donc de la forme spatiale, une appréhension de Gestalt selon Ehrenfels et selon Meinong. Elle est basée, cette appréhension-là, sur des sensations d'éléments avec des déterminations spatiales distinctes. Prenez par exemple ici deux carrés bleus qui sont identiques. Vous avez une expérience, donc 1, qui est la perception, si vous voulez, du premier carré, une expérience où on pourrait l'appeler aussi une représentation 2, qui est celle donc du deuxième carré. Vous avez donc deux représentations. Vous isolez donc certaines propriétés récurrentes, les angles droits, par exemple, dans les deux carrés. On pourrait aussi indiquer les couleurs, évidemment, donc le fait que les carrés sont de couleur bleue. On a donc ces deux propriétés-là qui ont été isolées, si vous voulez, donc, par abstraction, donc la propriété, le fait d'avoir 4 angles droits ou d'avoir une surface bleue. Ces propriétés-là forment un ensemble, donc ici, qui est entouré avec le crayon jaune, forme un ensemble qui, en fait, qui n'est pas un ensemble, qui est un tout, forme un tout donc de parties qui sont, si vous voulez, forment un tout qui est plus grand donc que la somme de ces parties. Donc c'est une façon évidemment très schématique et simplifiée là, de parler donc de la Gestalt. Mais ce qui est important aussi, et en ce sens-là, on peut voir peut-être plus fortement le lien, la perspective brentanienne dans laquelle cette théorie-là est formulée, c'est qu'on a une certaine forme d'effet miroir, si vous voulez. Ces deux représentations-là qu'on a donc dans l'esprit sont elles aussi, constituent elles aussi, sont aussi des parties d'une Gestalt, qui est finalement donc la conscience que j'ai de voir ces deux carrés-là et de les regarder et de les voir comme similaires. Donc, à la fois l'expérience 1 ou la représentation 1 et la représentation 2 sont des parties d'un tout plus grand que la somme donc, de ces parties. C'est une façon, disons, très générale de présenter le problème. En même temps, je crois qu'elle est assez appropriée parce que pour Ehrenfels, et évidemment surtout pour Meinong, mais déjà pour Ehrenfels, l'idée d'une forme qui serait dans la perception, donc, a un potentiel de généralisation quand même assez important. Il y a quelques exemples que Ehrenfels donne dans son texte. Par exemple, concevoir notre perception de l'humidité serait, selon sa théorie, une perception de Gestalt, c'est-à-dire que vous avez à la fois la température et la pression, qui sont des parties, selon Ehrenfels, d'un tout qui serait la Gestalt de l'humidité. Et on peut évidemment, au niveau donc, des modalités sensorielles, développer davantage et coupler, si vous voulez, donc à la fois des odeurs avec des souvenirs ou des goûts avec des propositions et en arriver donc à des gestaltes qui seraient donc multimodales. C'est une théorie. On voit finalement, donc, pour ceux qui ont peur des généralisations, on voit que ça peut mener très loin. Et ça mène en effet très loin parce que pour plusieurs, en tout cas, penseurs des Gestalt, surtout après Ehrenfels et Meinong, certains ont affirmé, ou en tout cas ont dû accepter l'objection qu'on leur a adressée, d'avoir une théorie du tout, finalement. C'est-à-dire que tout est une Gestalt, ultimement. Si on accepte que la perception est constituée donc, de formes, donc éventuellement, tout peut être une Gestalt. C'est une des objections que Marti a adressées donc à Brentano, que Marti a adressé à Ehrenfels. Marti qui était peut-être on pourrait dire un brentanien orthodoxe, pour ne pas dire quelque chose de pire que ça, mais il était quand même très fidèle aux idées de Brentano et affirme donc, ça nous donne une excellente idée de la conception ou de la critique plutôt que Marti adresse
à la Gestalt, c'est qu'une forme est ce qu'on appelait jusqu'ici comme telle, c'est-à-dire une somme de relations, et à cette forme se rattache quelque chose comme une qualité de manière analogue aux rapports de son, comme les accords, les mélodies, etc. Les formes ne sont rien d'autre, donc les Gestalts ne sont rien d'autre que des groupes de sensations entre lesquels subsistent des relations particulières. Toutefois, elles peuvent être accompagnées de qualités au sens propre qui s'associent de manière régulée à ces connexions d'autres éléments sensibles comme les réflexes. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans cette citation-là, c'est que Marty donc élimine l'idée de la suprasummativité qu'on avait, qui est présente chez Ehrenfels et Meinong, nous dit non, on a seulement des relations qui sont groupées entre elles. Et comment elles sont groupées entre elles? Ce n'est pas un élément ici de la perception qui intervient, c'est tout simplement quelque chose, en fait, qui, autant pour Brentano que pour Marty, est inconscient, c'est-à-dire ce sont les réflexes, ce sont les associations. Autrement dit, on perçoit des gestalts, si on perçoit quelque chose comme des gestalts, comme des mélodies, c'est en fait, si vous voulez, la faute de notre inconscient qui nous pousse, si vous voulez, donc à grouper des choses ensemble par habitude ou par association, mais la perception ou la façon dont la perception est structurée n'implique rien de ça. Donc ça, c'est la thèse qui est très importante donc, de Brentano et de Marty, donc le rejet des Gestalts. Et en fait, Brentano avait aussi cette thèse-là, et Brentano pousse aussi très loin. Je vais juste mentionner ça rapidement, parce qu'il nous dit en fait que la perception des mélodies, on doit un peu comprendre ça comme une illusion, comme on comprend les illusions d'optique, c'est-à-dire que ce sont selon lui des erreurs de jugement qui sont dubitables à des capacités ou des facultés d'association qui ne fonctionnent pas dans certains contextes. Il nous dit donc, au moyen d'un type particulier d'association que nous pourrions appeler l'association originaire, les premiers phénomènes du passé, on peut penser ici à une mélodie que vous entendez, les premiers phénomènes du passé font leur apparition. Ce que montre cette mémoire momentanée est si étendue qu'un changement répété devient immanquable, comme c'est le cas avec une mélodie par exemple. Les gens, c'est un passage important, les gens croient voir quelque chose se mouvoir, ils croient entendre une mélodie, et ainsi ils croient entendre ce qui vient tout juste de se passer. Cela est le fruit de la vivacité et des associations. Ici, peut-être que les Humiens, les Humiens auront peut-être un petit sourire. Effectivement, le concept de vivacité chez Brentano intervient à plusieurs endroits, et surtout dans ce contexte-là, joue un rôle important. Autrement dit, on émet des jugements qui sont erronés. Il n'y a pas quelque chose de tel donc qu'une mélodie, il n'y a pas quelque chose donc de tel qu'une qualité de forme. Et en fait, on a exactement la même situation comme dans le cas donc des figures de Müller-Lyer. On perçoit les droites comme ayant des longueurs différentes. C'est en fait lié à, on pourrait appeler une faculté cognitive à la limite, mais c'est ce qu'il appelle une erreur de jugement. On les voit comme ayant la même longueur, mais on les voit comme ayant des longueurs différentes, mais en fait, dans la structure même de la perception, c'est la thèse ici de Marty, de Brentano, on est en mesure de les percevoir, pas seulement qu'on est en mesure de les percevoir comme ayant des longueurs égales, mais on les perçoit en fin de compte comme ayant des longueurs égales. C'est quelque chose de plus qui vient un peu troubler donc notre perception. Donc vous voyez, on pourrait dire un peu les optimistes d'une part et les pessimistes de l'autre. Et Brentano et Marty pourraient être assez bien caractérisés comme des pessimistes par rapport à la Gestalt, en disant non, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est simplement ici une illusion, comme c'est le cas dans les illusions d'optique. Mais du côté des optimistes, c'est un peu différent, naturellement. L'école de Graz s'intéresse, par exemple, à la suite de Meinong, donc à la suite de la théorie selon laquelle on a un acte d'ordre supérieur, en plus d'un acte sensoriel, un acte, on pourrait dire, catégoriel, qui synthétise, donc, qui produit, si vous voulez, donc, les qualités. Pour eux, donc, ce sont, pour les Grazois, les qualités de forme sont le produit d'un processus intellectuel. Autrement dit, on aurait une représentation, au départ, c'est la flèche pleine, donc, qui vise les
on pourrait dire, les sensations ici, les contenus sensoriels. Et on a, sur la base donc, de cette relation-là de représentation, on a la production qui, elle, unifie au moyen donc, de relations les sensations individuelles. Et donc, c'est par la production, autrement dit, que vous êtes en mesure de voir, on ne le voit pas très bien ici, mais de voir un octogone bleu, notamment en identifiant les 8 angles et en mettant donc des relations entre ces éléments-là, donc simples ou atomiques, si vous voulez, donc la perception. Donc, au niveau des gestalts, la composition du point de vue Gratzua, donc d'une gestalt, la gestalt donc, est constituée de relations et de complexions. C'est très intéressant par rapport à Ehrenfels, parce qu'Ehrenfels disait, on parle d'un tout donc, qui est constitué de ces parties. Les Gratzua vont être, surtout après Meinong, parce que Meinong a cessé de s'intéresser à la gestalt une fois qu'il a développé sa théorie de l'objet et a vraiment seulement travaillé dans cette perspective-là. Les Gratzua ici sont des gens, comme je le disais tout à l'heure, comme Benussi, dont le schéma ici m'a été inspiré. Donc, les gestalts sont des objets, si vous voulez, idéaux. Ils appartiennent ils appartiennent à ce deuxième niveau-là des actes d'ordre supérieur et sont constitués de relations et de complexions et non des éléments simples de la perception. Ce qui n'était pas le cas, donc, évidemment, chez Ehrenfels. Cette théorie-là a des applications intéressantes, notamment donc, chez Benussi qui développe cette idée-là. C'est le vase ici, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qu'on appelle le vase de Rubin. C'est pour illustrer ce qu'on appelle le phénomène du Gestalt switch, c'est-à-dire qu'avec un effort minimal, un effort intellectuel minimal, on est en mesure donc d'isoler une Gestalt de l'autre. Si vous voulez, ce sont deux Gestalts superposés. C'est un phénomène où c'est ici un exemple qui est censé illustrer, selon Rubin et selon Benussi, le fait qu'il y a une certaine ambiguïté dans la forme. Donc, c'est-à-dire que dans un phénomène comme celui-là, cette ambiguïté-là est contrôlée, si vous voulez, par le phénomène de la production. C'est-à-dire qu'on produit, on décide, si vous voulez, pour simplifier énormément ici ce qui est en jeu, on décide la forme on choisit la forme qu'on veut voir, si vous voulez. Et ce choix-là est un phénomène donc de production. Ce qui est, si vous voulez, la critique de cette position-là, on la retrouve dans l'école de Berlin, qui donc a développé, a fortement donc critiqué cette théorie-là de la production, en disant tout simplement, et c'est une position très radicale, qu'il n'y a rien au deuxième niveau, au niveau abstrait. La Gestalt est tout simplement, c'est la position de Berlin, est tout simplement donnée directement dans le phénomène. Et il n'y a rien sur la base de quoi cette Gestalt-là est constituée. Donc, si on avait ici, chez Ehrenfels et Meinong, un niveau 1 et un niveau 2, si vous voulez, chez les Berlinois, la forme, elle est déjà à ce niveau-là. Elle est carrément donnée ici. Au niveau même de la perception, il n'y a pas d'acte ici d'ordre supérieur qui nous fait classer, qui nous fait produire, si vous voulez, donc la Gestalt. L'exemple de Wertheimer est celui donc des lumières clignotantes qui, en fait, donc, nous montre que le mouvement, c'est ce que Wertheimer suggère, que le mouvement est en fait un objet de perception directe. Vous percevez ici donc, le mouvement donc, des points, mais il y a évidemment donc, la façon dont le schéma est fait, il n'y a rien, c'est simplement un point qui clignote, et le point qui clignote change donc de position, ce qui donne une illusion de mouvement. Un brentanien dirait, ben oui, voici une autre illusion d'optique. Mais les gens de l'école de Gratz vont dire non, tout simplement, ce que ce phénomène-là montre, c'est qu'on ne peut pas avoir une base sensorielle ici qui expliquerait le mouvement, puisqu'il n'y a pas de base sensorielle pour ça. Les points clignotent. Et le mouvement, donc, est perçu directement. Il n'est pas perçu sur la base du fait qu'on aurait des sensations non remarquées ou quelque chose de semblable, comme on retrouve chez Brentano. Donc, c'est un point qui est très fort, qui a eu une influence en théorie de la perception sur laquelle je ne peux pas ici m'étendre. Ici, donc, ces trucs-là datent autour des années 20 à peu près. Kofka, donc un collègue de Wertheimer,
continue aussi avec des exemples comme celui de la ligne constituée de points de couleur, là, donc, que j'ai reproduite ici en haut. Selon un gestaltiste gratte-soi, ou selon un brentanien, on dirait, ou un brentanien ou un gestaltiste gratte-soi, serait tenu de dire qu'on perçoit les points, et on perçoit donc les points de couleur, d'abord et avant tout, indépendamment de leur agencement. Pour Kafka, c'est une thèse qui est indéfendable. Et en fait, ce qu'elle manifeste, cette thèse-là, et la raison pour laquelle elle est indéfendable, c'est qu'elle présuppose l'hypothèse de la constance. C'est-à-dire que même lorsque vous n'avez pas une perception consciente de données sensibles atomiques ou primitives, c'est l'hypothèse de la constance, même lorsque vous n'avez pas cette perception-là, les stimuli sont là. Et donc, cette hypothèse-là aurait poussé quelqu'un comme Brentano et comme beaucoup de psychologues à l'époque, donc à dire, bon, ben, il y a quelque chose comme une erreur de jugement dans la figure donc, de Müller-Lyer. Il y a dans des phénomènes donc, qu'on perçoit quelque chose comme des phénomènes, des parties de phénomènes non remarqués qui ne font pas partie, si vous voulez, ou en fait dont on n'a pas conscience. Tout ça, en fait, selon donc Kafka et selon aussi Köhler, qui a un excellent texte sur cette question-là, ce sont donc des points ce sont en fait des positions qui dérivent de l'hypothèse de la constance qui, selon eux, est intenable, finalement. Évidemment, ils rejettent cette hypothèse-là. Les grands points de cette théorie-là, qui la constituent, donc un tout, la Gestalt est un tout qui inclut dans ses parties de données sensibles. Il n'y a aucune superposition, comme je le disais. Elle n'est pas un plus des données sensibles. Et pour reprendre une formule de Köhler, le donné sensible a une Gestalt. Donc, elle est intrinsèque donc, aux parties. Donc, il y a peut-être une petite ambiguïté maintenant au niveau des propriétés de Gestalt dont je vais essayer de traiter brièvement, puisqu'il me reste quelques minutes. Donc, la super ou la suprasommativité, ou le fait que le tout est plus grand que la somme des parties, est une propriété qui est évidemment partagée par la plupart des gestaltistes, sauf peut-être ceux donc, de Berlin qui voient la Gestalt tout simplement comme une partie, comme incluse même dans le donné sensible. Donc il n'y a aucune distinction importante ou catégoriale entre les parties et le tout pour les gestaltistes de Berlin. Évidemment, la question de la dépendance joue un rôle important. On pourrait extrapoler sur la position des Berlinois en disant qu'ils auraient quelque chose comme une dépendance bilatérale, ou accepteraient peut-être quelque chose comme une dépendance bilatérale de la forme par rapport à ces parties. Mais sur la question de la transposabilité, ça devient problématique parce que il y a évidemment donc Ehrenfels considère la transposabilité comme une preuve, c'est vraiment l'expression qu'il emploie, comme une preuve de l'existence des gestalts. Mais qu'est-ce que c'est exactement le phénomène de la transposabilité? Est-ce qu'on peut le généraliser donc à toutes les gestalts? C'est ce qui serait, il me semble, nécessaire si on veut ici identifier les propriétés fondamentales des gestalts. Et est-ce que c'est pas la transposabilité, donc est-ce que c'est pas un phénomène ou une disposition, donc, ou une variété, donc une sous-variété de dispositions d'ordre plus général? En fait, il y a plusieurs formes, il me semble, de transposabilité. On parle de transposabilité en musique, on voit bien donc transposer une mélodie d'une tonalité à l'autre. Mais est-ce que l'agrandissement d'une image ou sa diminution, ou est-ce que l'inversion, par exemple, même en musique ou dans une image, est d'un phénomène qui est différent de la transposabilité? Est-ce que la transposabilité et les phénomènes d'agrandissement et d'inversion sont des sous-phénomènes, si vous voulez, d'un plus grand phénomène? C'est jamais très clair dans les positions qui sont défendues par les gestaltistes. Et je crois qu'une des raisons qui peut-être a mené un peu à l'abandon ou à la mort de la théorie de la Gestalt, c'est que certains ont vu, par exemple, comme Grelling et Oppenheim. Grelling est un mathématicien, un logicien qui
qui a soutenu donc le théorème de Gödel, donc de l'incomplétude donc de Gödel, qui s'est intéressé aussi dans les années 30 à la Gestalt, et lui qui a vu dans le phénomène donc, de transposabilité, en fait, l'essence même de la Gestalt. Pour généraliser, autrement dit, donc, le phénomène de la Gestalt dans la perception, pour le généraliser de manière productive, il a isolé, autrement dit, le phénomène de la transposabilité, et il l'a appliqué à d'autres domaines, par exemple en chimie, selon lui, donc des molécules qui subissent l'effet de la chaleur sont transposées. La chaleur fonctionne ici comme ce qui permet de transposer donc, une molécule d'une certaine température à une autre. Donc, il y a évidemment ici quelque chose d'assez particulier avec la Gestalt, ce phénomène-là de la transposabilité, mais il est en soi, je crois, équivoque, puisqu'on peut entendre par transposabilité différentes choses. Donc, pour terminer, la théorie donc, que j'ai voulu exposer ici n'est pas vraiment une théorie, mais on retrouve finalement des éléments communs dans plusieurs théories qui sont, on pourrait dire, parentes, au moins, elles ont une paternité parente, certainement. Ces théories-là ont un peu, on pourrait dire malheureusement, qu'elles ont échoué, puisqu'elles n'ont pas vraiment été reprises, ou en tout cas pas de manière extrêmement profitable dans la théorie, dans les débats contemporains. Mais elle a marqué, et c'est ce qui est intéressant, je crois qu'il y a des raisons historiques de s'intéresser à la théorie de la Gestalt, au moins notamment pour celle-là, c'est qu'elle a marqué le développement donc d'une psychologie, on pourrait dire associationniste, qui était encore à l'époque, au 19e siècle, assez répandue, à une psychologie plus axée donc, sur les expérimentations et qui travaille avec donc moins de présupposés, ou en tout cas des présupposés qui sont beaucoup plus questionnés que ceux, par exemple, que sont l'associationnisme. Donc, l'objectif ou la tâche de la théorie, elle veut décrire donc la perception de complexe, à la fois temporelle et non temporelle, veut décrire aussi la fonction synthétique de la perception, en tout cas certaines variantes de la théorie, celle de Gratz, par exemple, la théorie de la production. Elle s'inscrit nettement contre une certaine forme d'atomisme des sensations. Dans la version donc, berlinoise, elle s'attaque à l'hypothèse de la constance, mais même dans la version d'Ehrenfels et de Meinong, on reconnaît donc une certaine forme d'atomisme des sensations, mais la Gestalt appartient à un autre niveau. Donc, autrement dit, on ne travaille pas essentiellement ici, mais on travaille surtout au deuxième niveau dans une théorie de la perception. Elle offre aussi donc une théorie de la perception d'objets idéaux et offre un modèle pour une théorie généralisée des structures ontologiques. Donc peut-être qu'elle offre aussi, pour certains, un auxiliaire de pensée pour penser les relations. L'idée donc d'auxiliaire de pensée était évidemment marhienne, elle est reprise aussi par d'autres gestaltistes. Donc peut-être aussi que la raison de la mort, si vous voulez, donc la théorie de la forme, et peut-être qu'elle tentait ou qu'elle voulait un peu donc répondre à trop donc, de projets différents en même temps. Mais elle marque, donc comme je disais, il y a des raisons historiques pour s'y intéresser, mais elle marque aussi donc un développement quand même assez important donc, qui a permis, et donc je reviens ici sur le dernier élément donc, de mon titre, qui a permis le développement, donc qui a permis, je dirais, donc, un développement fructueux d'une certaine phénoménologie autrichienne. Je vous remercie.